Chapitre 8. Personne n'arrive à la cheville de mon homme. L'année dernière, une série de tornades dévastatrices a frappé notre région. Des lignes électriques ont été détruites et de terribles inondations ont coupé du monde des quartiers entiers. De grands arbres déracinés se sont écrasés sur des immeubles, des maisons et des routes. Des secteurs entiers ont été privés d'électricité pendant des semaines. Pendant une semaine, j'ai cuisiné tant bien que mal sur un camping-gaz. Nous n'avions ni eau ni électricité. Un soir, peu de temps après la pire des tempêtes que nous ayons connues, une de mes amies s'était arrêtée dans l'une des seules épiceries encore ouvertes. Elle s'est mise à discuter avec quelques vrais hommes qui s'apprêtaient à braver les éléments. Quelques jeunes hommes étaient là, avec leurs puissants 4x4 remplis de scies électriques et d'équipements de sauvetage. Gonflés à bloc et très enthousiastes, ils lui ont expliqué qu'ils se dirigeaient vers les montagnes pour venir en aide aux habitants d'une petite commune isolée par la tempête. Il pleuvait encore des cordes et la visibilité était très faible. Alors que la plupart d'entre nous étaient déjà au fond de leur lit pour la nuit, ces gars étaient impatients de partir à l'aventure pour leur mission de sauvetage. Quand mon ami m'a parlé de cette conversation, je lui ai répondu « Eh oui, voilà ce qui motive les hommes, risquer leur vie pour des missions de sauvetage. » Je ne sais pas pour vous, mais leur expédition n'avait rien de tenant à mes yeux. C'est vrai. Je suis quelqu'un qui aime rendre service à ceux qui sont dans le besoin. Je peux m'occuper de cuisiner pour un ami qui vient d'être opéré, prendre soin d'un proche qui est malade, vous aider à faire le ménage chez vous si c'est nécessaire. Mais sortir au milieu de la nuit sur des routes entravées par des poteaux électriques pour dégager des arbres tombés sous une pluie battante, ne l'oublions pas, ne me paraît pas particulièrement excitant. Je le ferais s'il le fallait. Mais je ne pense pas que j'en tirerais un grand plaisir, ni une montée d'adrénaline face aux éléments déchaînés. Les hommes et les femmes sont différents, et c'est une bonne chose. Cela me paraît fou de voir qu'aujourd'hui, le fait d'évoquer la différence des sexes puisse susciter des réactions si négatives. Il n'y a pas si longtemps de cela, c'était encore une évidence. Le déclin de la différence des genres. J'ai grandi entouré de garçons. J'avais 2 frères et aussi 5 cousins qui vivaient tout près de chez nous. Uniquement des garçons. À 4 ans, on m'a dit que maman allait bientôt rentrer de l'hôpital et qu'elle ramènerait un bébé à la maison. J'ai alors prié pour que ce soit une fille. Mais dès que j'ai vu la petite couverture bleue, j'ai compris que c'était perdu. Encore un garçon. Quand mon petit frère a eu 2 ans, j'ai élaboré un plan. Pourquoi ne pas l'habiller avec mes anciennes robes? On pourrait lui trouver un petit sac à main. On l'appellerait Erika plutôt qu'Éric. On lui laisserait pousser les cheveux et les gens n'y verraient que du feu. Mais ma mère ne m'a pas laissé faire. Il est bien normal qu'une petite fille puisse ne pas comprendre qu'il existe des différences intrinsèques entre les genres qui dépassent de loin l'anatomie, la longueur des cheveux ou le style vestimentaire. Malheureusement, on dirait que le monde a, lui aussi, oublié cette évidence. Nous vivons dans une culture qui est perdue quant aux questions de genre, de confusion des genres, androgynie, mouvement unisexe et attaque de la masculinité qui est perçue comme une dérivée de la hiérarchie patriarcale. Au milieu de tout ce bruit, cette confusion et ces théories de genre peut être, avez-vous fini par oublier à quel point la différence entre les hommes et les femmes est une chose merveilleuse. Plutôt que d'essayer de faire entrer votre mari dans la case des féminisés, de métrosexuels, afin qu'il soit pour vous un compagnon plus compatible, j'espère que ce chapitre vous aidera à comprendre l'importance d'encourager sa masculinité. Je souhaite que vous compreniez les avantages qu'il y a à célébrer la différence des sexes. Après avoir lu ce chapitre, vous aurez peut-être le sentiment que vous écrasez la virilité de votre mari. Je serai alors impatiente de vous laisser votre homme
Je serai alors impatiente de vous voir laisser votre homme libre de vivre sa masculinité. Vous commencerez à vivre avec un homme, un vrai homme. Au cours de ce chapitre, nous allons continuer à avancer dans notre acronyme du mot appréciation. Nous verrons et nous nous réjouirons du fait que la masculinité de votre époux est un don de Dieu pour vous. Il pense, réagit et vit différemment de vous, parce que c'est un homme. Il est votre opposé complémentaire, même moi j'ajouterais qu'en fait c'est plutôt supplémentaire en termes de genre, mais en plus de cela, il est unique. Personne d'autre n'est comme lui. Réussir à l'apprécier pour ce qu'il est, voilà qui va donner un coup de fouet à votre relation. Donc, le mot appréciation, nous étions rendus à la lettre I. I pour investissez en lui. Le plus souvent, les samedis d'automne, vous ne me trouverez pas en train de randonner en montagne au milieu des arbres colorés. Ce que j'aime pourtant faire. Vous ne me trouverez pas non plus dans les magasins d'antiquités, une autre de mes activités préférées, ni même pelotonner devant un bon feu avec un bon livre. Non. Vous me trouverez sûrement à côté de mon mari, criant de toutes mes forces pour l'aider à encourager notre équipe de foot préférée. Puis, avec le printemps, arrive le championnat de basket. Et puis, plus tard, dans l'année, nous pouvons nous accompagner voir un match de baseball. Vous vous demandez peut-être le pourquoi d'un tel enthousiasme sportif? Suis-je une grande fan de sport? Non. Cela ne me gênerait pas du tout de ne plus jamais assister à un événement sportif de ma vie. Et désolé pour mes amis sportifs. Je ne m'intéresse tant au sport uniquement parce que c'est une manière simple et amusante d'investir dans mon mari. Cela nous permet de profiter de bons moments ensemble autour de quelque chose qui est important pour lui. Vous vous rendez peut-être compte que lorsque vous vous impliquez dans ce qu'il aime, il devient lui aussi plus enclin à partager les activités que vous choisissez. La semaine dernière, Leroy a même assisté à une pièce de théâtre avec moi, ce qu'il n'aurait jamais fait de lui-même. Mais cela nous permet de comprendre que nous aimons passer du temps ensemble, peu importe la nature de notre activité. J'ai donc appris que, quel que soit le domaine où j'investis, c'est payant. 7 ans après avoir quitté notre sac à puce, cette maison, vous vous rappelez, nous avons eu l'occasion d'acheter un petit terrain pour construire notre première maison. Les heures de travail que j'ai mis dans cette maison à acheter du bois, le faire découper en planches, transporter les pierres pour la cheminée, poncer tous les boiseries, poser le cadrage, travailler avec chaque mètre carré du début à la fin ont été largement récompensés. J'ai passé beaucoup de temps à étudier comment teindre le bois et faire les finitions. J'ai pris les leçons pour poser le carrelage. J'ai parcouru les magasins pour trouver les meilleures occasions. Mais grâce à cela, je connais notre maison mieux que tous les autres endroits où nous avons vécu. Je la connais dans les moindres recoins, ses particularités, ses bizarreries, ses défauts et ses qualités uniques. Et je l'apprécie bien plus que s'il s'agissait d'une maison achetée clé en main. J'ai aussi appris que si j'investis dans mon mari, je reçois en retour une intimité réelle dans ce que je sais de lui. Ce que j'apprécie en lui, ce que j'ai plaisir à vivre avec lui. Quand je parle d'investir, je veux dire donner du temps et faire des efforts pour connaître son cœur et ses pensées. L'étudier. Acquérir une vraie connaissance de ses intérêts et de ses passions. Avancer dans ma compréhension de sa personne. Passer du temps avec lui pour le comprendre et le connaître plus profondément. Malheureusement, j'ai connu et été moi-même le genre de femme qui aime Jésus, étudie sa parole, mais ne traduit pas cet amour à mon mari en investissant en lui. Je me souviens de cet homme dans notre assemblée qui se plaignait de sa femme qui était si occupée à étudier la Bible qu'il ne trouvait jamais un repas chaud ou du linge propre. Cela m'a fait prendre conscience d'une certaine réalité.
J'avais beaucoup insisté auprès des femmes de l'Église sur la nécessité d'étudier la parole, mais j'avais apparemment échoué à leur faire comprendre le lien entre ces vérités et leur vie quotidienne. Dans le service pratique aux autres et en particulier à leur famille. Rappelez-vous qu'en investissant en lui, vous lui démontrez votre estime et voilà des façons pratiques d'investir en votre mari. Préparez-vous. Préparez-vous pour les moments que vous allez partager avec lui. Si vous vous réveillez avant lui, préparez votre cœur pour ce temps du matin avec lui. Priez pour lui et pour vous-même avant de lui dire bonjour. Préparez-vous à tenir votre langue et à l'accueillir par des paroles encourageantes, un soutien qui l'inspirera pour entamer sa journée avec force et courage. Notamment, on peut lire dans Proverbe 16, verset 24, Proverbe 18, verset 21, Proverbe 21, verset 23, Éphésiens 4, verset 29. Préparez-vous également pour son retour à la maison en fin de journée, sur le plan physique, émotionnel et spirituel, en prenant soin de votre apparence, mais aussi de votre disposition de cœur. Vous communiquez à votre mari qu'il est important pour vous. Faites des compromis. Souvent, les couples qui viennent nous voir pour des conseils conjugaux se rendent compte que s'ils veulent construire une vraie unité dans leur relation et grandir ensemble, il leur faut revoir leur emploi du temps et leurs priorités. Quand deux personnes courent dans des directions opposées, il est nécessaire de passer par des compromis pour les ramener sur le même chemin. Cela est essentiel. Organisez vos temps de repas afin de pouvoir les passer ensemble. De préférence assis à table et pas devant la TV ou l'ordinateur. Si vous êtes plutôt couche-tard et que votre mari doit se lever tôt pour aller travailler, essayez d'adapter votre temps de sommeil au sien si cela est possible. Aller se coucher en même temps et avoir un petit rituel du soir en commun peut vraiment apporter un plus dans votre relation. Faites en sorte de planifier vos activités du soir et du week-end pour dégager du temps à passer à deux et en famille. Si vous passez le plus clair de votre temps libre avec vos amis, dans les activités d'église ou sur Internet plutôt qu'avec votre mari, il est peut-être temps de revoir vos priorités. Demandez à votre mari de vous aider à faire le tour des occupations et des responsabilités qui vous incombent. Est-ce que certaines de ces choses vous éloignent l'un de l'autre? Est-ce que vous pourriez laisser tomber certaines activités ou chercher comment vous pourriez ensemble vous engager dans ces activités ou ces responsabilités? Si vous traversez une période particulièrement chargée avec les enfants et leur multitude d'activités sportives, artistiques et autres, et que cela vous paraît trop lourd à gérer, voyez si votre mari ne souhaiterait pas s'impliquer davantage. Peut-être ne voit-il pas le stress que tout cela vous cause. Vous seriez surprise de voir combien les maris peuvent être sensibles aux demandes d'aide faites humblement et non exigées. Faites appel à leur esprit chevaleresque. Étudiez. Devenez une fan avide de tout savoir de votre mari. Vous devriez être celle qui le connaît le plus intimement. Est-ce que ses collègues ou ses amis sont plus au courant de vous, de ce qu'il aime ou pas, de ses objectifs et de ses accomplissements, de ses combats et de ses échecs? Passez-vous plus de temps à vous décharger sur lui qu'à l'écouter? Mettez-vous de l'énergie à connaître son cœur, ses fonctionnements et ses préférences? Savez-vous quand il est prêt à parler avec vous et quand il a besoin qu'on le laisse seul? Savez-vous ce qui le fait rire? Cherchez-vous encore à le découvrir? Dans les langages de l'amour de Gary Chapman, explique que nous avons tous des manières différentes de recevoir l'amour. Nous avons tous un langage de l'amour qui est celui par lequel nous recevons et comprenons le mieux l'amour. Les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le toucher physique. Si le langage de l'amour de votre mari passe par les paroles valorisantes, il appréciera sans doute davantage un sincère « Tu t'es très bien débrouillé, bravo »
que les services que vous lui rendez quotidiennement. Étudier la manière dont votre mari reçoit le mieux l'amour vous aidera à le comprendre et à lui communiquer votre affection de façon efficace. Apprendre et appliquer ces concepts peut réellement remettre sur pied un mariage vacillant. Honorez-le. Le fait de l'honorer et de se montrer loyal envers lui en public est quelque chose de très important pour un homme. Investissez en lui par des paroles encourageantes qu'il entendra de vous et qui lui redonnera confiance en lui. Rien n'est probablement plus destructeur pour un homme qu'une femme qui le dénigre publiquement par des commentaires sarcastiques ou des critiques constantes. Proverbe 12, verset 4. Que ce soit pour le bien de notre mari ou pour la stabilité de notre foyer, il nous faut montrer l'exemple à nos enfants en honorant leur père. Comment une femme peut-elle saper la confiance de son mari? Écoutons encore ce que quelques hommes ont à dire à ce sujet. Premier témoignage, Jérémie. La plus petite remarque négative peut faire très mal, même quand l'homme s'est planté. Ne sautez pas sur la première occasion de pointer ses erreurs, et ne pointez jamais ses erreurs en public ou devant vos amis. Cela peut avoir des conséquences dévastatrices sur le mariage. Cherchez plutôt des occasions de faire le contraire et de l'encourager. Mari et femme sont une seule chair, et cela va plus loin qu'on ne le pense. Quand l'on démolit l'autre, c'est vraiment une forme d'autodestruction, et cela touche aussi les enfants. Un autre témoignage de Luc. Comment une femme peut-elle saper la confiance d'un homme? Quand elle devient son adversaire, qu'elle se met en travers de ses décisions. L'autre moyen qu'elle a, c'est de dénigrer son mari publiquement ou en privé. Ses paroles finiront par se retourner contre elle. Et Cyril, le rabaisser devant ses amis à lui, ou mal parler de lui avec ses amis à elle et dans sa famille. Il ne faut jamais le dénigrer devant les autres. Servez. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez, par amour, serviteurs les uns des autres. Galates 5, verset 13. Le mariage peut être le creuset de la sanctification qui ne peut voir le jour que si nous servons l'autre sans rien attendre en retour. Le mariage prodigue de nombreuses possibilités de vivre chaque jour cette sanctification par le service. La lessive, des tonnes de linge lavé et plié, les repas, faire la cuisine et ranger ensuite, faire des courses chaque semaine, parfois chaque jour, s'occuper de la maison et une multitude d'autres tâches de service. Certaines rejettent l'idée même de servir leur mari et y voient une forme d'esclavage dégradant. D'esclavage dégradant. Et elles ont peut-être raison. Certains hommes tirent avantage des services que leur femme leur rend dans la maison. Je ne m'associe pas du tout à ce genre de comportement extrême, mais j'ai rarement rencontré cette situation. Par contre, j'ai vu des femmes amères qui s'imposaient elles-mêmes ce rôle d'esclave chez elles, portées par une mentalité de martyr. Elles s'auto-valorisaient ainsi. Mais ce n'est pas le chemin du Christ. Ce que je vous encourage à faire, c'est de développer une attitude de service semblable à celle du Christ. Un service accordé dans la douceur et l'amour, sans rien attendre en retour. Réconciliez-vous. Si on veut construire une relation saine dans le mariage, il est essentiel d'apprendre à développer des bonnes techniques de résolution des conflits. Un bon mariage n'est pas un mariage sans conflit, mais c'est un mariage au sein duquel les conflits sont résolus en s'appuyant sur la parole de Dieu. En conséquence, chacun en tire une vraie croissance spirituelle. Investissez du temps et de l'énergie à cultiver une relation harmonieuse. Dans n'importe quel mariage, il y a de nombreuses occasions de conflit. Chaque jour.
Les problèmes d'argent, le travail, les enfants, les beaux-parents, l'Église, les difficultés de santé. Comprendre les domaines qui sont les plus propices au conflit ou connaître le genre de discussion qui peut déclencher une explosion émotionnelle peut aider à calmer les crises. Ignorer les désaccords ou étouffer ses sentiments pour essayer d'éviter la confrontation n'est pas une manière saine de régler les conflits. Un couple sage discute ensemble de la manière d'aborder les conflits avant de se trouver au milieu d'une dispute. Pour en savoir plus sur la résolution des conflits, voyez les conseils à suivre qui viendront par la suite. Tenez le coup dans les annexes. Investir dans votre relation vous apportera des retours positifs. Vous ne le verrez peut-être pas immédiatement, mais si vous mettez en œuvre ces notions dans votre quotidien, vous montrerez à votre époux qu'il a une réelle valeur à vos yeux et que c'est important pour vous. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Luc 12, verset 34. Votre niveau d'investissement dans votre mariage indique la valeur que vous lui accordez et ce qui révèle votre cœur. Appréciation A pour acceptez-le. Quand je me suis mariée, j'avais une vision fantasmée et très romantique de mon mari. En réalité, l'homme que j'avais épousé ne pouvait évidemment pas correspondre à mes standards. La version de Leroy que j'avais inventée avait beaucoup de ses qualités réelles, mais je projetais sur lui une image idéale, collant mes attentes personnelles sur le vrai Leroy. Des attentes telles que inviter souvent des gens et organiser des soirées chez nous. Leroy est un introverti, entre parenthèses. Qu'il me fasse de longs massages de pieds, ce n'est pas non plus son truc. Qu'il commence des activités spontanées dans la soirée, alors que c'est un couche-tôt. Avoir des conversations intenses, cœur à cœur, tard dans la nuit. Je viens de dire que c'est un couche-tôt. Ne l'oublions pas, son cycle de sommeil. Préparer ensemble des petits plats dans la cuisine. Et, entre parenthèses, il ne savait même pas où se rangeaient les assiettes après plus de 10 ans de mariage, sans parler des casseroles et des poêles. Inutile de dire que ma version rêvée de Leroy était bien différente de celle avec laquelle je me suis retrouvée en lune de miel. J'ai assez vite compris que ces deux versions étaient incompatibles. Alors, j'ai fait ce que toute femme romantico-égocentrique qui se respecte aurait fait à ma place. J'ai décidé de l'aider à changer. Mon désir de le voir être ce que je voulais qu'il soit m'a conduit à passer par les supplications, les pressions, les manipulations, les menaces et le dénigrement, en espérant l'aider ainsi à se conformer à mon idéal de lui. Cela n'a pas marché, et plus je m'épuisais à le forcer à changer, en tant que son aide, bien évidemment, plus cela nous éloignait l'un de l'autre. Mais, après avoir compris beaucoup de choses, tant de ce petit chalet, j'ai cherché à apprendre comment manifester concrètement mon amour à Leroy. Ce faisant, je suis tombée sur un passage de la Bible qui a complètement changé mon regard sur lui. Je me souviens encore du jour où ce passage m'a laissé abasourdi. Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne le fait pas, et que celui qui ne mange pas de tout ne juge pas celui qui le fait, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, cela regarde son Seigneur. Mais il tiendra bon, car Dieu a le pouvoir de l'affermir. Romains 14, versets 3 à 4. Je sais bien que ce passage parle clairement du problème des viandes consacrées aux idoles, mais en le lisant, étrangement, les mots « Dieu l'a accueilli » m'ont sauté aux yeux. L'idée d'acceptation complète avec toute la sécurité et le confort que cela contient m'a retourné le cœur. Acceptation.
fait de recevoir favorablement, d'approuver. Acceptation. Acceptation. Ce mot se gravait dans mon cœur comme dans mes pensées. L'acceptation. Au sein de l'Église de Rome, certaines personnes enflées d'orgueil se laissaient choquer, dérangées par le fait que d'autres croyants pouvaient penser ou agir différemment d'eux. Leur attitude hautaine découlait de leurs convictions religieuses personnelles, ne s'appuyant pas forcément sur la parole. Mais Dieu, lui, avait accueilli, il avait accepté ces personnes dont les choix pouvaient sembler discutables pour d'autres. J'ai été interloquée en pensant à ma propre attitude envers mon mari. Ces choses étaient si différentes des miennes. Son caractère introverti et sa manière d'envisager le ministère que j'avais bousculé pendant des années, son supposé manque d'affection envers moi, nos différents arrière-plans, etc. J'ai compris que je l'avais sanctionné parce qu'il était différent de moi. Mon cœur buté n'acceptait pas que Leroy était vraiment qui était vraiment. Pendant les années, je me suis accrochée à ma vision idéalisée de lui qui n'est jamais devenu. En méditant ces versets et ce qu'ils impliquaient, un sentiment doux amer de compassion m'a peu à peu envahi. Et si Dieu ne m'avait pas accepté, s'il n'avait pas consenti à me recevoir favorablement quand j'ai crié à lui pour qu'il m'accepte? Qui étais-je pour refuser à mon mari l'acceptation à cause de mes propres petites préférences ridicules? J'avais tellement honte. L'idée a commencé à germer en moi d'abandonner ma version imaginaire de mon mari pour accueillir à bras ouverts le vrai Leroy, la version de tous les jours avec ses aspérités et ses petits défauts. Quel soulagement! J'ai compris que je pouvais arrêter de faire autant d'efforts. Je n'avais plus besoin de m'échiner à le changer. Au lieu de cela, je pouvais l'accepter et apprendre à apprécier qui il était vraiment. Et lui pouvait se sentir libre d'être lui-même sans crainte d'être rejeté ou critiqué. Au fur et à mesure que je m'installais dans cette liberté d'accepter l'autre avec grâce, les murs de la non-acceptation entre nous se sont effondrés. Quand je vous parle d'accepter votre mari, je ne dis pas qu'il faut ignorer ou tolérer le péché. Il s'agit d'accepter ses petites excentricités, sa personnalité singulière et ses préférences. Il s'agit de sortir d'une position d'arbitre de sa vie, apprendre à apprécier vos différences en matière de goût, d'intérêt ou de personnalité. L'acceptation. Premier point. Ne pas essayer à tout prix de le faire correspondre à votre personnalité sociale. Cherchez à rendre un introverti extraverti ou l'inverse. Deuxième point, lui procurer un environnement sécurisant où il n'a pas peur d'être lui-même, qu'il sache que vous acceptez son approche personnelle des choses. Troisièmement, reconnaître et exprimer que vous ne considérez pas vos préférences comme étant supérieures aux siennes. Quatrièmement, lui enlever la pression de devoir essayer de correspondre à une version idéalisée de lui-même. Ensuite, lui communiquer votre acceptation plutôt que de parler ou de penser en termes de comparaison tordue. Pourquoi tu n'es pas plus comme un tel ou un tel? Ensuite, accepter son arrière-plan et sa culture familiale. Ensuite, comprendre que son cheminement avec Dieu peut être différent du vôtre. Et généralement, hommes et femmes vivent la relation à Dieu et au spirituel différemment. Laissez-lui voir que vous acceptez cela. Dieu est responsable de sa vie spirituelle, pas vous. Nous avons tendance à avoir une grille de lecture très tranchée quand il s'agit de décider comment notre conjoint devrait agir. Certains hommes se demandent même pourquoi nous les avons épousés, alors que nous ne semblons rechercher qu'une poupée Ken que nous pourrions transformer et manipuler à notre guise. En ayant ainsi des attentes préprogrammées,
Nous prenons le risque de passer à côté de la découverte d'un être qui n'est pas là pour jouer le rôle de Ken, de la Barbie, dans notre petit scénario imaginaire. Vous ne saurez peut-être jamais ce que vous ratez si vous n'apprenez pas à dire vive la différence. Si l'un de vous est plutôt matinal et l'autre un couche-tard, l'un est fan de chocolat, l'autre de vanille. Sur ce point, je suis prête à défendre ma position. Passionné ou réservé, bavard ou silencieux, prévisible ou spontané, pizza ou sushi, basket ou mocassin, ambitieux ou désinvolte, attentif aux détails ou plus apte à avoir une vision d'ensemble, lent à réagir ou répondant instantanément, particulièrement sociable ou appréciant la solitude, très organisé ou désorganisé, mais qui assume. Considérez l'acceptation de l'autre comme une occasion de découvrir de nouvelles approches de la vie. Vous êtes peut-être une personne plutôt cérébrale, bardée de diplômes, aimant lire et engranger de nouvelles connaissances. Et vous êtes marié à un réparateur électroménager qui aime passionnément bricoler, mais pour qui lire est une corvée. Si vous essayez de faire rentrer votre col bleu dans un col blanc, dans le rôle de col blanc, vous vous retrouverez probablement avec un homme très malheureux. C'est très bien de l'encourager à viser l'excellence. Mais si pour lui, la vie rêvée, c'était de porter un bleu de travail, assurez-vous de le laisser partir vers sa journée avec la certitude que vous l'aimez pour ce qu'il est et non pour l'uniforme qu'il porte. Un jour, j'ai entendu parler d'une femme qui a réveillé son mari au milieu de la nuit pour se plaindre de son manque d'affection et de romantisme. Elle a été jusqu'à lui faire lire un chapitre de son dernier roman à l'eau de rose pour lui montrer le contraste entre lui et le héros du livre en lui lançant « Pourquoi tu ne lui ressembles pas plus ?» Je ne peux qu'imaginer l'effet démoralisant que cela a pu avoir sur cet homme, d'être comparé à un personnage de fiction tout droit sorti d'un roman à l'eau de rose. Mais la fixation de cette femme sur un tel personnage n'est pas pire que celle qui consiste à inventer un mari parfait pour se plaindre du vrai. C'est une illusion. Il n'existe que dans votre imagination. Il faut se débarrasser de cette illusion. Le T du mot appréciation. T pour traitez-le comme un homme. À cause d'une vague de licenciements dans notre région, un couple de notre Église a déménagé à l'autre bout du pays pour trouver un emploi provisoire. Le contrat terminé, ils voulaient rentrer, mais leurs finances ne leur permettaient pas de couvrir les frais d'un nouveau déménagement. Plutôt que de leur envoyer un gros chèque ou de récolter de l'argent dans notre Église pour payer leurs frais, mon mari, aidé de 2 ou 3 autres gars, il y a vu une opportunité de mettre en place une opération de sauvetage. Leroy et un de ses amis avaient tous les deux leur permis de poids lourd, ce qui leur permettait de conduire d'énormes camions à travers le pays. Et quand je dis énorme, je veux dire de vrais monstres, avec 18 roues montées sur 5 essieux qui peuvent transporter jusqu'à 40 tonnes de marchandises avec un moteur diesel d'au moins 500 chevaux avec 10 vitesses, le genre d'engin que tout petit garçon rêve de conduire un jour. Un membre de notre Église leur a proposé de prendre l'un des camions de son entreprise, à condition qu'ils s'arrêtent sur la route pour livrer un chargement. Le transport du chargement couvrait les frais de carburant pour tout le voyage. Les 3 hommes ont donc décidé de partir le lundi soir et de parcourir les 3200 kilomètres de route en se relayant pour conduire, sans oublier de s'arrêter en route pour déposer leur chargement. Ils sont arrivés chez le jeune couple le jeudi en plein milieu de la nuit et ont immédiatement commencé à charger leurs meubles dans le camion pour repartir au plus tôt. Il leur fallait être de retour pour que Leroy puisse prêcher le dimanche matin. Ils n'avaient donc pas une minute de répit. Ils devaient repartir aussitôt, les meubles et la voiture du couple embarqués.
Après avoir traversé le pays sans beaucoup de sommeil ou de repas conséquents, ils ont entamé le voyage de retour aussitôt la remorque chargée au petit matin. Cette expédition était exaltante pour eux à de nombreux niveaux. C'était une opportunité de combler des rêves de gars, vivre une aventure idéale pour des hommes, explorer l'inconnu, sortir de l'ordinaire, pousser l'endurance de son corps à ses limites et gagner. En relevant le défi de cette traversée du pays en camion pour venir en aide à quelques amis dans le besoin, il mettait en action une aspiration toute masculine à prendre en charge ses responsabilités et à remplir son devoir. En réalisant ce projet monumental, ils ont eu l'occasion d'exceller dans leur rôle d'homme en trouvant de vraies solutions à de vrais problèmes. Et le fait de relever ce défi ensemble a créé entre eux un lien étroit de frères. Les hommes s'épanouissent face aux conquêtes et aux défis. S'attaquer aux difficultés et les surmonter est une source de motivation pour eux. Quand mon mari est rentré de son épopée, on aurait dit qu'il avait remporté la guerre. Et la cerise sur le gâteau, pour un homme qui rentre de la bataille, ce sont les éloges de sa femme. Bravo chérie, tu es le meilleur, je suis fière de toi. C'est ainsi que les hommes fonctionnent. Aujourd'hui, il nous est parfois difficile de traiter un homme comme un homme, au milieu de toutes les confusions de genre. Comme je l'ai détaillé dans le chapitre 3, les hommes ont été émasculés par notre manque de respect de leur rôle. Notre culture ne sait plus très bien ce qu'est un vrai homme. Les hommes eux-mêmes sont perdus quant à leur propre masculinité. Il fut un temps où les hommes savaient que si une femme montait à bord du bus et qu'il n'y avait plus de place assise, être viril impliquait de se lever pour lui laisser sa place. Ils savaient qu'ils devaient tenir la porte aux femmes, les dames d'abord. Ce n'étaient pas des actes héroïques, faits de mauvaise grâce, mais des actions répondant à leur désir intérieur de remplir le rôle d'homme. Mais cette époque est bien révolue. Les conséquences des mouvements de libération de la femme nous valent aujourd'hui une place debout dans le bus et des portes qui nous claquent à la figure. Quelle que soit l'importance que nous accordons à ces petites marques de respect à l'égard de la gente féminine, le plan de Dieu pour les hommes s'étend bien au-delà de certaines marques de galanterie ou quelques actions chevaleresques. Les hommes ont été conçus pour être des leaders, des protecteurs et des pourvoyeurs. La véritable masculinité est plus profonde même que l'ADN, qui leur donne un physique plus grand et plus fort que celui de leur pendant féminin. Dieu a placé en l'homme un cœur masculin qui réagit au danger en relevant le défi en tant que guerrier. Les hommes aiment servir les autres en venant à leur secours. Ils ressentent la satisfaction de remplir leur objectif créationnel en se lançant dans différents rôles de meneurs. Les hommes sont animés par la responsabilité que Dieu leur a donnée de pourvoir aux besoins de leur famille. En lisant ces mots, vous vous dites peut-être rien de tout ça chez moi. J'aimerais tellement que mon mari se lance en prenant la gestion de la maison en main, mais il est collé au canapé, une télécommande à la main. Le grand défi qu'il est prêt à relever, c'est une nouvelle bagarre dans son dernier jeu vidéo. Vous vous reconnaissez peut-être dans ce point de vue, et je comprends d'où vous vient ce sentiment. Mais je me demande tout de même si ce soldat qui semble avoir déserté le champ de bataille n'est pas en réalité caché derrière un mur de rejet. Je repense sans cesse à ce mari qui m'expliquait. Un homme a besoin de sentir qu'il gagne. S'il ne se sent pas respecté chez lui et n'a pas ce sentiment de réussite, il ira chercher ailleurs. Dès leur plus jeune âge, les garçons aiment entendre leur mère les encourager. Mon fils m'a dit à maintes reprises à quel point cela lui faisait du bien, quand il faisait du basketball, de m'entendre crier son nom pendant des matchs ou l'entendre « C'est mon fils !» lorsqu'il marquait un panier. Ou combien cela comptait pour lui lorsque je récompensais toute son équipe avec des boissons et des friandises après une victoire durement acquise. Nous étions avec des amis récemment lorsque Nathan, qui n'a que 6 ans,
mais déjà un grand besoin d'affirmer sa masculinité s'est planté au milieu de la pièce en annonçant bien fort: «Regardez tous et applaudissez». Ses exploits d'athlète n'étaient pas aussi grandioses que son annonce, mais nous avons tous applaudi quand même. Les hommes ont un esprit de compétition qui les pousse à vouloir gagner. Votre mari a besoin que vous le regardiez et que vous applaudissiez. Parce que s'il se sent, je recommence, parce que s'il ne sent pas qu'il gagne chez lui, il ira chercher ailleurs ce ressenti de gagnant. Selon un récent sondage, les hommes de 18 à 34 ans passent plus de temps à jouer aux jeux vidéo que les 12 à 17 ans. Je me demande combien d'hommes sont devenus accros aux jeux vidéo, au golf, à la pornographie, aux jeux d'argent ou à leur travail pour trouver une manière de satisfaire leur désir d'exceller, d'être des gagnants. Peut-être leur cœur de guerrier s'est-il rétracté. Ils ne croient plus avoir ce qu'il faut pour tuer le dragon, alors ils se consolent en passant des heures dans des activités vides de sens. Ils deviennent d'éternels enfants, conquérant les insignifiants royaumes du monde virtuel. Je me demande combien d'épouses détruisent sans le vouloir le désir de leur mari d'être un leader. Combien d'hommes ont abandonné leur rôle de guerrier poussés par la peur ou la frustration? Combien d'hommes répondent à l'intimidation en revenant à une attitude adolescente plutôt que de croire qu'ils ont en eux le pouvoir de saisir le gouvernail du leadership et de s'y tenir? Encore une fois, je ne dis pas que votre mari n'a aucun tort ni que vous êtes seul responsable de vos problèmes conjugaux. Pas du tout. L'absence de leadership chez votre mari peut très bien être liée au fait qu'il a un manque de modèle masculin. Il a peut-être des problèmes de santé ou des difficultés émotionnelles, mais il reste responsable de ses comportements. Ce livre n'a pas été écrit pour réparer les hommes, mais pour les femmes qui désirent se battre pour leur mariage. J'espère simplement que vous prendrez le temps d'examiner votre manière d'approcher votre mari et que vous penserez à ce qui doit être peut-être changé. Avec tous ces hommes qui se perdent dans une culture d'adolescence perpétuelle, quelques-uns ont sonné l'alerte, appelant leurs frères à résister face à cette pression. William Bennett a été interrogé à propos de son dernier livre, The Book of Man, Reading of the Path to Manhood, le livre de l'homme, lecture pour devenir un homme. Voici comment il explique pourquoi il a écrit ce guide de la masculinité. Pour la première fois dans l'histoire, les femmes ont un meilleur niveau d'éducation, elles sont plus ambitieuses et elles réussissent sans doute mieux que les hommes. Nous nous réjouissons de l'ascension des femmes, mais comment réagir à ce qui est indéniablement le déclin de l'autre sexe? Ce commentaire me rappelle la question qui m'a récemment été posée par une épouse qui est tabou. Heureuse, sur le plan professionnel, mais dans le désespoir quant à son mariage, elle éclatait d'exaspération. Comment encourager mon mari à agir en homme? Mais avant d'essayer de répondre à cette question, il nous faut préciser ce que nous entendons par agir en homme. Qu'est-ce qu'être un homme? À quoi reconnaissons-nous un homme? C'est lié à bien plus que des gros camions ou des survêtements trempés de sueur. La vraie masculinité se manifeste dans les choix du quotidien qui exigent des qualités telles que le courage, l'intégrité, la persévérance et le sens du sacrifice. Être un homme d'honneur, assumer ses choix, accomplir son devoir, se montrer brave et prêt à faire des sacrifices pour le bien collectif. La vraie masculinité est une force inébranlable qui permet d'avancer avec détermination à travers la tempête. Un vrai homme se donne pour mission de protéger les siens, gardant l'œil sur chacun d'eux. Il possède un cœur sensible et bienveillant qui tend la main à ceux qui sont dans le besoin. Mais surtout, sachant que sa force ne vient pas de lui-même, un vrai homme se tient dans une humble dépendance à celui dont il porte l'image.
Il vit le message de l'Évangile en cherchant à refléter le caractère de son sauveur guerrier. Comment inspirer nos maris à se revêtir de ce type de masculinité? Je n'ai pas toutes les réponses, mais je tiens à vous faire part de ce que j'ai pu observer en conseillant tous ces couples en difficulté au fil des années. Invitez-le à s'emparer d'une vision d'ensemble. Si vous bloquez le passage, alors bougez et encouragez votre mari à passer l'un des pas les plus importants de la masculinité, être l'homme dans sa propre maison. Dépeignez-lui ce que cela pourrait être, non pas en faisant ressortir les aspects sur lesquels il a échoué, mais par des paroles qui expriment votre confiance en lui. Pensez à lui faire part de ce que vous ressentez. Indice, cela marche beaucoup mieux autour d'un repas qu'il apprécie. Parlez avec amour et douceur. Faites appel à son instinct de protecteur. Faites-lui savoir que vous avez besoin de lui. N'hésitez pas à confesser vos propres insuffisances en tant qu'aide et source d'encouragement. Montrez-lui que vous comprenez la difficulté d'être un bon mari et les défis que doivent relever les hommes pour y arriver. Si vous avez été un obstacle dans son leadership par vos critiques, demandez-lui pardon. Invitez-le de manière qu'il puisse répondre favorablement. Je crois en tes capacités, j'ai besoin que tu prennes ta place de leader. Es-tu prêt à m'aider à comprendre comment t'encourager à remplir ton rôle? Veux-tu bien m'apprendre à te traiter en homme? Soyez une inspiration pour lui. Écraser les rêves d'un homme, c'est lui arracher son cœur. Donnez-lui la liberté de poursuivre ses rêves. Ne le forcez pas à se couler dans votre moule. Ne le stoppez pas dans son élan juste parce que ses idées vous semblent tirées par les cheveux. Soutenez-le dans son impulsion masculine à explorer et conquérir, en étant encourageante et inspirante. Donnez-lui des occasions de vivre ses rêves. Ne laissez pas votre égoïsme ou votre opinion étroite couper les ailes de votre aventurier. Respectez-le. Vous n'êtes ni sa mère ni son professeur. Vous pouvez avoir l'impression qu'il vous attend dans ses rôles et cela peut être plus simple de se glisser dans ses positions face à lui, mais en réalité, cela ne fait qu'empirer les choses. La question du respect envers votre mari est difficile. Selon Éphésiens 5 et 1 Pierre 3, le respect pour son mari est un aspect non négociable de la position d'épouse. Nous sommes appelés à respecter nos maris, non pas en fonction de leur conduite ou de leur caractère, mais juste parce qu'ils sont nos maris. Nous devons respecter nos maris. Un point, c'est tout. Je ne dis pas que c'est facile à faire, mais c'est le seul choix possible si nous voulons marcher dans l'obéissance à la parole. Confortez-le dans ses choix. Honorez votre mari en montrant un réel intérêt pour ce qu'il fait. Posez-lui des questions pour lui permettre de vous faire entrer dans son monde, de partager avec vous ses réussites et ses victoires, pour que vous puissiez le regarder et applaudir. Célébrez sa virilité. Ne vous contentez pas de subir ou de tolérer la différence de genre qui vous sépare. Célébrez et savourez sa masculinité. Je ne vous dis pas d'encourager la version adolescente de la virilité qui est trop souvent encensée de nos jours, c'est-à-dire des attitudes vulgaires, grossières et frustres. Mais faites-lui savoir que vous aimez le voir exercer sa force, se montrer viril. Montrez-lui que le voir agir en homme vous fait de l'effet. Je ne peux pas insister trop sur la nécessité pour les femmes d'encourager leur mari à vivre en tant qu'homme. J'ai peur que la tendance naturelle des femmes soit d'émasculer leur mari plutôt que de les valoriser. Quand ils nous demandent de les regarder et applaudir, nous levons les yeux au ciel, nous assurant qu'ils voient bien à quel point nous ne sommes pas du tout impressionnés. Les vrais hommes ont besoin de vraies femmes qui valorisent et stimulent avec fougue leur virilité.
Si nous voulons des maris qui se conduisent en hommes, nous devons les traiter en hommes. J'ai entendu un homme dire un jour, « Si un homme sait que sa femme croit en lui, il peut traverser le pays à pied. S'il n'a pas cela, il ne pourra même pas traverser la pièce. » Question de cœur numéro 1. Papier-crayon, prenez votre temps. Et si votre mari se voyait comme vous le voyez, se sentirait-il capable de vaincre un dragon ou serait-il juste prêt à jeter l'éponge? Paul termine sa première lettre aux croyants de Corinthe avec cette recommandation passionnée. Veillez et demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. 1 Corinthiens 16, verset 13, version Colombe. Soyez des hommes. Paul faisait appel à leur profond désir de masculinité. Comment pouvez-vous en faire autant sans dévaloriser votre mari? Demandez à Dieu de vous montrer comment inspirer votre mari à être un homme. Demandez à Dieu. 2. Avez-vous tendance à piétiner la virilité de votre époux en endossant ses responsabilités? Eh bien, lisez Éphésiens 2 au verset 10. On peut lire que Dieu a préparé de bonnes œuvres pour que votre mari les pratique et il est l'œuvre de Dieu. En quoi l'encouragez-vous à accomplir tout ce que Dieu a préparé pour lui? Troisièmement, dans les versets 11 à 22, Paul décrit les divisions existantes entre les païens qui ne bénéficiaient pas de l'alliance de la promesse et ceux qui faisaient partie de cette communauté, le peuple d'Israël. Mais par l'œuvre de Jésus, cette séparation n'est plus. Il amène unité et paix. Il est notre paix. S'il existe des murs de rejet et de ressentiment entre vous et votre mari, recherchez le prince de paix. Si votre mari se cache derrière ces murs, faites appel à celui qui peut ramener paix et réconciliation chez vous. Demandez à votre mari comment vous pouvez lui montrer que vous l'acceptez. Préparez-vous à cette conversation dans la prière, mesdames. Si votre époux a été blessé par votre manque d'acceptation ou s'il s'est senti rejeté par ses différences, il se peut qu'il exprime tous ses sentiments de manière inattendue. Alors préparez-vous dans la prière. 4e point, le verset 22 décrit les relations des croyants entre eux comme devant être intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Si votre mari a une relation avec Jésus, il est votre frère en Christ. Votre but doit être de vous tenir ensemble, unis, comme faisant partie d'une même structure, abritant ainsi la gloire de Dieu. Est-ce à cela que ressemble votre relation conjugale? Votre mariage brille-t-il de la gloire de Dieu? Fin du chapitre.